Mais attendez, c'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que non, vous arrivez... Poli, mais je peux pas être vous êtes sorti des bas-fonds, on le sait, vous soyez poli. Oui, vous avez dû apprendre à parler la seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi. Donc en fait, c'est ici la différence entre la philosophie et la politique d'un certain point de vue qu'expose Socrate, et c'est dans le rapport à la parole. Dans le rapport à ce qu'une discussion se donne pour objet, en vérité. Dans le rapport à l'objet de la discussion. Si différence il y a entre philosophie et politique, elle est là. C'est-à-dire que la discussion que nous avons, vous et moi, par exemple, que nous voulons avoir ou que nous essayons d'avoir chaque semaine, Paola, est une discussion de bonne volonté. C'est-à-dire qu'on essaie, vous et moi, de construire un objet commun, de travailler ensemble, d'une certaine manière, de nous tenir la main. D'ailleurs, on se tape la main avant le début de l'émission, c'est pas un hasard. On est ensemble dans cette affaire. On n'est pas tant adversaire que partenaire dans la construction de cet objet commun qui est la transmission d'un savoir. Bien. En espérant ne pas être au même point à la fin de l'émission qu'au début. Si vous prenez un débat de politique... C'est plein de mauvaise foi. Oui, mais en quel sens peut-on parler de mauvaise foi ? On peut le dire dans la mesure où les deux belligérants dans un débat en politique brandissent la raison, l'un et l'autre, mais en réalité se donnent pour but d'avoir raison de l'autre. Et on assiste à ce spectacle, en apparence tout à fait paradoxal, mais en réalité bien compréhensible, de deux individus qui se donnent l'air d'argumenter, mais qui, tout en se donnant l'air d'argumenter, ne se donnent jamais la possibilité d'être contredits par l'autre. Or, si on est dans un argumentaire, si on est dans une discussion argumentée, les arguments s'échangent, les concessions se passent. Si vous me convainquez de quelque chose, je vous dirai « vous avez raison ». Et ainsi de suite. C'est ce que dit Montaigne dans l'art de conférer. C'est de mémoire, parce qu'on n'a pas les essais là, mais c'est le chapitre 8 du livre 3. Dans l'art de conférer, il dit « je me sens bien plus fort et bien mieux d'avoir changé d'avis sous la pression de mon adversaire ou sous les arguments de mon adversaire que je ne me félicite moi-même de sa faiblesse quand je triomphe ». Il s'agit au fond, dans une discussion pacifiée, de se donner un objet qui soit un objet commun et non de se disputer la victoire, un peu à la manière dont les enfants se disputent les miettes de pain dans le poème de Baudelaire, au point que les miettes de pain sont détruites par la dispute elle-même et qu'il ne reste que deux enfants qui se battent, si vous voulez. Or, c'est exactement ce que le dialogue socratique essaie de faire. Le dialogue socratique essaie de remplacer l'affrontement par la construction à l'intérieur d'une discussion. Parce qu'il faut rappeler qu'en fait, l'un des enjeux du Gorgias, c'est quand même de définir ce qu'est un dialogue. Oui, ce qu'est un dialogue est de distinguer la rhétorique du dialogue. D'ailleurs, au tout début du Gorgias, je crois que Socrate parle à Gorgias et lui dit « Tu fais l'éloge de ton art ». Gorgias, comme si on l'attaquait, sans indiquer en quoi il consiste. Et il est vrai qu'au début du Gorgias est celui qui se félicite, qui se flatte d'avoir réponse à tout. Or, évidemment, c'est toute la différence avec Socrate. Socrate a question à tout. Et le paradoxe, c'est que c'est celui qui a réponse à tout qui ne croit pas en la vérité. Quelle sorte d'homme suis-je donc ? Je suis de ceux qui sont bien aises d'être réfutés quand ils se trompent, et aussi de réfuter à leur tour une allégation inexacte, mais qui n'aiment pas moins à être réfutés qu'à réfuter les autres. Je considère même cet avantage comme supérieur, par la raison qu'il est plus avantageux pour un homme d'être délivré du plus grand des maux que d'en délivrer autrui. Rien, en effet, selon moi, n'est plus funeste à l'homme qu'une opinion fausse sur le sujet dont nous parlons. Dans cet autoportrait que fait Socrate de lui-même, ce qu'il dit, en fait, c'est qu'il préfère être réfuté que réfuté. Oui. D'ailleurs, c'est bien que vous employiez l'expression d'autoportrait parce que c'est un des textes où Socrate parle de lui-même et c'est un texte assez méconnu. On connaît assez souvent le passage du Théétète où il dit « Ma mère était sage-femme et je fais un peu le même métier qu'elle, sauf que moi j'accouche les esprits et j'accouche les hommes alors qu'elle accouchait les corps et accouchait les femmes. » Or, en matière d'autoportrait, il me semble que ce que Socrate dit de lui-même ici, « Quelle sorte d'homme suis-je donc ? Je suis de ceux qui sont bien aises d'être réfutés quand ils se trompent. » Ce portrait qu'il donne de lui-même, c'est-à-dire le portrait d'un homme qui, par amour pour la vérité, est capable de changer d'avis. Le portrait de cet homme-là, c'est le fond de l'affaire, c'est le fond du dialogue socratique. L'attachement à la vérité justifie qu'on puisse être convaincu par son interlocuteur. La possibilité d'être convaincu par son interlocuteur, la possibilité de changer d'avis, témoigne de l'attachement à la vérité, alors que la plupart des hommes se feraient couper la main
plutôt que de changer d'opinion. Il y a un passage comme ça, tiens, dans la profession de foi du vicaire savoyard, où Rousseau parle des philosophes, il déteste les philosophes dans leur ensemble, et il parle des philosophes en expliquant que les philosophes sont ceux qui auraient beau savoir qu'ils se trompent, ils n'en resteraient pas moins attachés à leurs opinions par orgueil. Alors, laissons de côté la critique qu'il formule des philosophes, et parlons des politiques. Quel politique connaissez-vous, Paola? Quel homme public est susceptible de changer d'avis quand il se trompe? Ça n'existe pas. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible et c'est un des vices de la démocratie. C'est un problème propre à la démocratie. Et il faut vraiment insister là-dessus pour montrer à quel point la critique que Platon formule de la démocratie est à prendre au sérieux. Et à quel point d'ailleurs c'est aimer la démocratie que de prendre au sérieux les critiques que les adversaires de la démocratie formulent à l'encontre de la démocratie. Le texte de Socrate est de ce point de vue vraiment exemplaire. Une objection quand même. Je ne connais pas de moment dans les dialogues de Platon où Socrate, à l'âge de la maturité, si vous voulez, non pas Socrate le jeune, mais Socrate mature, Socrate adulte, Socrate en pleine possession de ses moyens, ait changé d'avis. C'est-à-dire que la forme prise en général par les dialogues de Platon, c'est certes des retournements acrobatiques de Socrate, une utilisation magistrale de la dialectique, où Nietzsche verra un tempérament de rachitique qui veut faire la peau à des aristocrates plus beaux que lui, etc. etc. Bon, peu importe la pathologie dont la démarche de Socrate est le symptôme. On ne fait pas une lecture nietzschéenne ici, mais plus généreuse et platonicienne, puisqu'on parle de Platon. Mais le fait est qu'il a des interlocuteurs assez conciliants. Et quand bien même ils ne sont pas d'accord au début, ils sont assez vite convaincus par lui. Je n'ai pas vu Socrate changer d'avis. Alors il peut à bon droit se présenter comme quelqu'un qui aime être réfuté quand il se trompe, mais il ne se trompe jamais, si vous voulez. Donc il y a quand même un problème dans cette idéalisation du personnage et de son extraordinaire ouverture d'esprit. Mais pour rester quand même un peu sur ce portrait de Socrate, ce qui est important ici, c'est la différence, au fond, la différence gémellaire, la différence entre ces deux jumeaux, que sont l'orateur d'un côté et le philosophe de l'autre. C'est-à-dire la différence qu'il y a entre la rhétorique et la philosophie, qui est une différence essentielle. L'orateur, c'est qui? C'est celui qui forme des disciples à son image. La philosophie produit des hommes libres qui ne suivent leur maître qu'en choisissant leur propre chemin. « N'est cure de n'être fidèle qu'à toi-même et tu m'auras suivi ». C'est Zarathustra qui le dit, mais c'est une phrase qu'on pourrait appliquer à Socrate, comme à Zarathustra. D'ailleurs, Socrate et Zarathustra se ressemblent. Socrate s'arrête au seuil de la vérité, Zarathustra s'arrête au seuil de la surhumanité. Ce sont des figures mosaïques. Moïse s'arrête au seuil de la terre promise. L'orateur, le rhétoricien, le rhéteur, c'est celui qui se prend au sérieux, alors que le philosophe, chez Platon en tout cas, c'est celui qui traite lui-même et les autres avec l'ironie qu'il mérite. La rhétorique sert à quoi? Sert à parler habilement, à discourir habilement. La philosophie sert à quoi? La philosophie sert à penser. Quel est l'objet de la rhétorique au fond? La parole, le bon discours, le beau discours. De quoi s'occupe la philosophie? De l'action, et notamment politique d'ailleurs. Même si Socrate explique que c'est au péril de sa vie qu'il s'est lancé en politique, sa démarche est tout entière politique. C'est à l'intérieur de la cité qu'il distille les ferments séditieux d'une réflexion sur soi-même à laquelle il invite les citoyens athéniens.